Un matin de septembre, en 1882, trois tueurs à gages chevauchaient vers la ferme isolée du Montana. Ils souriaient, en pensant aux 500 $ les plus faciles qu'ils n'aient jamais gagnés. Tuer une veuve, s'emparer de sa concession d'argent. Simple. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la veuve de 28 ans aux cheveux d'or qui étendait son linge était Evangeline Eva Blackthorne, la protégée du légendaire Marshal Tobias Ironside McCrae, la gâchette la plus rapide des 5 territoires avant sa mort. 3 tueurs, 3 secondes, 3 corps à terre, avant même que leurs armes ne sortent de leurs étuis. Voici l'histoire de la façon dont sous-estimer une femme est devenue la dernière erreur de leur vie. 1882. Pine Ridge, territoire du Montana. Là où l'argent attirait les chercheurs de fortune et où la mort suivait de près. Ce matin-là, le soleil se levait sur la chaîne de Bitterroot, peignant la vallée de teintes ambrées et dorées. Pine Ridge était niché dans un pli de terre où les montagnes rencontraient la prairie. Une ville de 312 âmes, accrochée aux confins de la civilisation. Une rue principale, un magasin général. Un saloon qui servait aussi de mairie. Une église avec un clocher qui penchait légèrement vers l'ouest. C'était comme si le vent l'avait poussé dans cette direction depuis si longtemps que le bois avait simplement renoncé à résister. Et 3 kilomètres de la ville, là où la route n'était plus qu'une trace de chariot dans les hautes herbes, se trouvait la ferme d'Eva Blackthorne. Une cabane en bois, une cheminée en pierre. Un potager qui témoignait de l'attention d'une personne qui comprenait que la survie à la frontière signifiait de tout prévoir 6 mois à l'avance. Une clôture en rondin, une pompe à eau, une petite grange abritant une seule jument, vieillissante mais fiable. Eva effectuait sa routine matinale avec la précision d'un rituel. Elle avait 28 ans, mais la frontière avait le don d'ajouter des années au regard, même quand le visage restait jeune. Ses cheveux dorés étaient habituellement tressés et relevés, mais ce matin, elle les avait laissés détachés pendant qu'elle travaillait. Des yeux bleu-vert qui semblaient changer de couleur selon la lumière. De taille moyenne, elle était svelte, à la manière des femmes qui travaillaient dur et mangeaient sobrement. Elle portait une simple robe en calicot, délavée par les lessives, des bottes de travail qui avaient été ressemelées 2 fois, et un tablier avec des poches assez profondes pour contenir des pinces à linge et d'autres nécessités. Pour quiconque l'observait, elle semblait être exactement ce qu'elle prétendait. Une veuve discrète qui restait surtout dans son coin. Elle s'occupait de son jardin et raccommodait des vêtements pour quelques familles de la ville afin de gagner quelques pièces supplémentaires. Elle se rendait à l'église le dimanche et s'asseyait sur le dernier banc. De là, elle pouvait partir rapidement si le sermon s'éternisait. 10 mois s'étaient écoulés depuis la mort de son mari, Nathaniel, disait-on. Un accident minier, tragique. Elle l'avait mal vécu, comme on pouvait s'y attendre. Elle avait cessé de se rendre aux fêtes de la ville. Elle avait vendu la plupart du bétail, à l'exception de son unique cheval. Elle vivait simplement, parlait peu. Et s'il y avait dans ses yeux quelque chose qui suggérait des profondeurs que personne à Pine Ridge n'avait jamais explorées, eh bien, les femmes de la frontière portaient souvent des secrets. C'était leur droit. Eva se pencha vers son panier à linge, soulevant un drap humide. L'air matinal portait l'odeur du pain et de la sauge, et la promesse lointaine de l'automne. Dans 1 mois, les premières neiges arriveraient. Elle devrait finir de mettre en conserve les derniers légumes, couper plus de bois de chauffage, et vérifier le toit de la cabane pour déceler les points faibles qui pourraient laisser passer l'hiver. Ses mains bougeaient avec une efficacité experte, épinglant le drap à la corde à linge qu'elle avait tendue entre 2 poteaux. Des mouvements ordinaires, domestiques. Le genre de choses qu'une veuve faisait un mardi matin quand le temps était clément et que le travail devait être fait. Sauf que ses yeux ne cessaient de bouger. Elle suivait un faucon qui tournoyait au-dessus d'elle, calculant sa trajectoire de chasse. Elle nota la direction du vent, stable depuis le nord-ouest, ce qui signifiait un ciel dégagé pour au moins 1 jour de plus. Elle cataloguait les sons qui l'entouraient. Le chant des oiseaux, le grincement de sa clôture où le vent s'acharnait sur des clous desserrés. Sa jument qui bougeait dans la grange, contente. Et autre chose, les mains d'Eva s'immobilisèrent sur la corde à linge, mais elle ne se retourna pas. Elle ne changea pas d'expression. Pour un observateur, elle faisait simplement une pause dans son travail. Peut-être pour écouter les oiseaux ou perdue dans une pensée intime. Mais elle comptait. Des bruits de sabots. 3 chevaux arrivant de l'est à un galop régulier.
Encore à plus d'un quart de mile, peut-être plus près de 400 yards. Des cavaliers lourds, à en juger par la profondeur du son qui portait à travers la prairie. Pas des fermiers sur des chevaux de labour. Pas des éleveurs vérifiant leur clôture. Le rythme n'était pas celui d'un voyage ordinaire. Des hommes avec un but. Des hommes qui chevauchaient comme s'ils avaient une destination précise. Eva attrapa un autre drap. Ses mouvements étaient lents. À l'intérieur de sa poitrine, son cœur battait calmement. Tobias le lui avait inculqué pendant 6 ans. La panique, c'est un choix. Il lui avait dit, « Ton corps veut fuir. Ton esprit sait mieux. Fais confiance à ton esprit. » Les bruits de sabots s'intensifièrent. Eva épingla les coins du drap. Prenant son temps, elle se pencha de nouveau vers le panier. Elle choisit une tête d'oreiller et la secoua d'un coup sec. Ordinaire, normal. Juste une veuve faisant sa lessive un matin de septembre. Les cavaliers apparurent dans son champ de vision périphérique. 3 hommes, comme elle l'avait compté. Ils ralentirent leurs chevaux au pas en approchant de sa propriété. Ils prenaient leur temps maintenant, inspectant les lieux avec l'attention d'hommes qui évaluent quelque chose qu'ils comptent prendre. Eva étendit la tête d'oreiller, en attrapa une autre. Ses doigts retrouvèrent le tissage familier du coton, mais son esprit était ailleurs, en train de cataloguer. Le meneur grand sur sa selle, 35 ans, peut-être près de 40. Une cicatrice sur le nez qui tirait sa lèvre en un rictus permanent. 2 revolvers portés bas sur les hanches, attachés comme le préféraient les pistoleros. De l'arrogance dans la posture de ses épaules. Un homme qui avait déjà tué et qui s'attendait à tuer de nouveau, sans conséquence. Le 2e cavalier, légèrement en retrait. Plus âgé, la quarantaine, le visage émacié, des yeux qui ne cessaient de bouger. Un fusil en travers de sa selle, la main posée trop près de la gâchette pour une promenade ordinaire. Le genre silencieux. Celui qui observe, calcule et frappe sans prévenir. Le 3e cavalier, le plus jeune des 3. Fin de la vingtaine, avide de faire ses preuves. Un fusil de chasse dans un étui de bottes. Des éperons neufs qui cliquetaient trop fort, annonçant sa présence comme une clochette au cou d'un chat. Dangereux parce qu'il avait quelque chose à prouver, mais négligent parce qu'il n'avait pas encore appris la subtilité. L'évaluation d'Eva prit moins de 3 secondes. Ses mains ne cessèrent de s'affairer au linge. Son expression ne changea pas. Mais derrière ses yeux, les calculs s'enchaînaient comme des rouages d'horlogerie. 3 hommes armés, une approche coordonnée, une confiance qui suggérait qu'ils avaient déjà fait ça. Ils venaient dans une ferme isolée où vivait une femme seule. Le calcul n'était pas compliqué. Ils arrêtèrent leurs chevaux près de sa clôture, à 30 pieds de l'endroit où Eva se tenait, assez près pour intimider, assez loin pour dégainer ses besoins. Le meneur toucha son chapeau, un geste de fausse courtoisie qui donna la chair de poule à Eva. « Bonjour, madame, dit-il, la voix douce comme des galets. Je m'appelle Colt Brennan. Nous cherchons la propriété des Blackthorn. » Eva continua d'épingler le linge, sans lever les yeux. « Vous l'avez trouvé. »« Ah oui? » Colt se pencha sur sa selle, le cuir grinça. « Alors, je suppose que vous êtes la veuve Blackthorn dont nous avons entendu parler. »« Je suppose que oui. » Eva secoua une chemise, examina une déchirure à la manche qui nécessiterait une réparation. « Puis-je vous aider, messieurs? » « Messieurs. » Elle utilisa le mot comme un couteau, laissant juste assez de tranchant pour voir s'il le remarquerait. Colt sourit, une expression désagréable. « Ça dépend, madame. Nous avons chevauché toute la matinée. Nous venons de Butte. On a entendu dire qu'il y avait des opportunités dans le coin, des concessions d'argent et ce genre de choses. » « Le bureau des mines est en ville, » dit Eva, « à 3 kilomètres dans cette direction. » Elle fit un geste avec la chemise, sans toujours les regarder directement. « Voyez-vous, c'est là le problème. » Colt descendit de cheval lentement, délibérément. Ses bottes heurtèrent le sol avec un bruit sourd. « Nous avons entendu dire que votre défunt mari, que Dieu ait son âme, a déposé une concession dans le Canyon Nord. Un filon très prometteur, d'après ce que les gens disent. Dommage qu'il soit décédé avant de pouvoir l'exploiter correctement. » Eva étendit la chemise, attrapa un pantalon. « Les affaires de mon mari sont mes affaires. »« Bien sûr, madame, bien sûr. » Colt s'approcha de la clôture. « Le fait d'être qu'une femme seule, c'est une situation difficile. Exploiter une concession, c'est un travail d'homme, un labeur pénible, dangereux aussi. Ce serait dommage qu'il vous arrive quelque chose là-bas. »
Les deux autres cavaliers descendirent de cheval à leur tour, encadrant leur chef. Ils créaient une ligne, établissaient leur position. Eva se tourna enfin pour leur faire face. Le linge était oublié. Elle se tenait dos à la corde à linge, les mains vides le long du corps, l'expression douce comme du lait. Cela ressemble presque à une menace, Monsieur Brennan. Le sourire de Colt s'élargit. Juste de l'inquiétude, madame. Une simple inquiétude pour votre bien-être. Quelle délicatesse. La voix d'Eva n'avait aucune inflexion, plate comme la prairie. Je me demande cependant comment vous en savez autant sur les affaires de mon mari, et pourquoi 3 hommes armés viennent de Butte pour s'inquiéter d'une veuve qu'ils n'ont jamais rencontrée. Le silence s'installa dans la cour. Le vent soufflait dans les hautes herbes. L'adjudant d'Eva Hennett depuis la grange, sentant la tension. L'homme au visage émacié parla pour la première fois, sa voix rocailleuse. « Vous êtes bien calme pour une femme seule avec 3 étrangers. Devrais-je avoir peur? » Eva pencha la tête, sincèrement curieuse. Le plus jeune se mit à rire, un son braillard sans aucune once d'humour. « Peut-être que vous êtes trop stupide pour savoir quand vous êtes en danger. » Les yeux d'Eva se tournèrent vers lui, et quelque chose dans ce regard fit mourir son rire. « Ou peut-être, dit-elle doucement, que j'ai vu assez de danger pour reconnaître la différence entre des menaces et des hommes qui jouent à être dangereux. » La main de Colt glissa vers son arme, un mouvement désinvolte qui ne trompait personne. De grands mots pour quelqu'un dans votre position. Ma position. Eva hocha lentement la tête. Laissez-moi être sûr de bien comprendre. Vous êtes venus ici tous les 3 pour me tuer, pour prendre ma concession. Vous avez probablement falsifié l'acte de transfert pour que ça ait l'air légal. Vous avez sans doute déjà les papiers prêts dans vos sacoches. Le paiement est arrangé, peut-être 500 $ chacun. Et vous pensez que ce sera facile parce que je ne suis qu'une veuve, seule et sans défense. Les 3 hommes se figèrent. La précision de son analyse les frappa comme une gifle. Colt se reprit le premier, mais son sourire était devenu rigide. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que nous ferions une chose pareille? Parce que vous êtes le 3e groupe cette année. » La voix d'Eva ne s'éleva pas, ne faiblit pas. Dalton commence à désespérer. Pike, le plus jeune, sursauta comme si elle l'avait frappé. « Comment connaissez-vous, Monsieur Dalton? »« Pike, la ferme !» aboya Colt. Mais le mal était fait. Eva hocha la tête, les pièces du puzzle s'assemblaient. « C'est donc Declan Dalton. Je me le demandais. Mon mari est mort il y a 10 mois dans ce qu'ils ont appelé un accident. Un timing pratique, juste après qu'il ait déposé cette concession. Maintenant, Dalton envoie des tueurs à gages pour finir le travail. » Elle marqua une pause. « Je vous donne une chance. Remontez à cheval, partez et vivez. » L'homme émacié, Wraith, ajusta son fusil. « Ou quoi? Vous ferez quoi exactement? » « Ou je ferai ce que Tobias McCrae m'a appris. » La posture d'Eva changea à peine perceptiblement. Mais soudain, elle parut différente, équilibrée, prête. « Et des hommes comme vous n'aimeront pas la fin. » Les yeux de Colt se plissèrent. « McCrae est mort. Son élève ne l'est pas. » Pendant 3 battements de cœur, personne ne bougea. Le moment s'étira comme du caramel mou. La tension montait, jusqu'à ce que quelque chose doive céder. Colt dégaina son arme. Les 3 secondes suivantes se déroulèrent avec une clarté dont Eva se souviendrait toute sa vie. Pas en temps réel, plus lentement. De la manière dont Tobias lui avait appris à voir, la main de Colt se dirigea vers son étui. Confiante, entraînée. Il l'avait fait des dizaines de fois, peut-être des centaines. Ses doigts connaissaient le mouvement par instinct. Saisir, dégainer, sortir l'arme, viser, tirer. Une mécanique simple, affinée par la répétition. Mais Eva était déjà en mouvement. Sa main droite fila vers sa hanche où un Colt 45 reposait dans un étui. Il était caché sous son tablier, fait sur mesure pour rester plat contre son corps, invisible jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Tobias l'avait commandé à un artisan du cuir à Denver, spécialement conçu pour la dissimulation. L'arme elle-même était une œuvre d'art, une crosse personnalisée en nacre et argent. Un canon avec des volutes complexes gravés le long du barillet, une écriture si fine qu'il fallait une bonne lumière pour la lire. Miséricorde. Elle dégainait dans 3 secondes, du repos au tir. Tobias le lui avait fait répéter jusqu'à ce que le mouvement devienne aussi naturel que la respiration. Des milliers d'heures d'entraînement, des dizaines de milliers de cartouches tirées, jusqu'à ce que son épaule porte une callosité permanente due au recul.
jusqu'à ce qu'elle puisse dégainer et toucher une carte à jouer à 20 pas, les yeux bandés, guidés uniquement par le son et la mémoire musculaire. Son premier tir atteignit le revolver de Colt en plein centre, frappant le barillet avec une précision chirurgicale. L'arme explosa dans sa main. Pas avec la détonation spectaculaire d'une charge de poudre complète, mais avec un claquement sec de métal se brisant. Son arme vola, inutile. Le barillet était détruit, irréparable. Colt hurla, se tenant de la main. Pas blessé, pas sérieusement, mais choqué au-delà de toute compréhension. Le deuxième tir d'Eva partit avant que Wraith n'ait pu comprendre ce qui se passait. Son fusil, qui se levait déjà pointé, rencontra sa balle à mi-chemin. Elle toucha le mécanisme de la gâchette, une cible pas plus grande qu'un ongle à cette distance. Le chien du fusil vola en éclats. L'arme aurait pu tout aussi bien être une massue. Wraith fixa son arme en ruine, puis Eva, son visage émacié devenu blanc. Pike chercha maladroitement son fusil de chasse, les mains tremblantes, les mouvements saccadés par la panique. Il le sortit de l'étui, le pointa vers Eva avec la vitesse désespérée d'un homme qui savait qu'il était déjà trop tard. Le troisième tir d'Eva perça le canon du fusil de chasse à 6 pouces de la culasse. À cet angle, avec ce placement, l'arme exploserait s'il essayait de tirer. Ça ne le tuerait probablement pas, mais ça lui arracherait probablement les mains et le visage. Pike lâcha le fusil comme s'il était devenu brûlant dans ses mains. Le silence s'abattit sur la ferme. La séquence entière avait pris moins de temps qu'une respiration complète. 3 hommes armés, 3 armes détruites. Pas un seul d'entre eux n'avait réussi à tirer un coup de feu. Eva se tenait là, son arme toujours levée, stable comme la pierre. De la fumée s'échappait du canon. Son visage ne montrait aucune émotion, ni satisfaction, ni colère. Rien que le calcul froid de quelqu'un qui avait fait exactement ce qu'elle avait prévu et obtenu exactement le résultat escompté. Les 3 prochains tirs traverseront des cœurs, du matériel, dit-elle. Sa voix portait le poids d'une certitude absolue. À vous de choisir. Colt regarda son revolver détruit, fumant encore dans la poussière où il était tombé. Il regarda Eva, puis ses 2 compagnons. Tous 2 étaient figés, réévaluant clairement chaque décision qui les avait menés à cet instant. « Qu'est-ce que vous êtes » murmura-t-il. La dernière leçon que les méchants apprennent, l'âme d'Eva ne trembla pas. « Maintenant, partez !» Ils coururent, se précipitèrent vers leurs chevaux avec la panique maladroite d'hommes qui venaient de sentir le souffle froid de la mort sur leur cou. Ils montèrent avec des mains malhabiles, firent demi-tour. Colt jeta un dernier regard en arrière, son visage un masque d'incrédulité et de ce qui aurait pu être les prémices d'une peur authentique. Dalton va entendre parler de ça. J'y compte bien, dit Eva. Ils éperonnèrent leurs chevaux, repartant à toute vitesse sur la route de Pine Ridge. Ils laissaient derrière eux des nuages de poussière et des armes abandonnées. Eva resta immobile jusqu'à ce que les bruits de sabots s'estompent. Alors, et seulement alors, elle baissa son arme. Elle éjecta les douilles usées, 3 d'entre elles, des étuis dans laiton qui cliquetèrent en tombant au sol. Elle rechargea avec une efficacité experte, utilisant des cartouches qu'elle gardait dans la poche de son tablier. 6 balles dans le barillet. Des protocoles de sécurité que Tobias lui avait inculqués jusqu'à ce qu'ils deviennent un réflexe. Elle rengaina l'arme, ajusta son tablier pour la cacher de nouveau et retourna à sa lessive comme si de rien n'était. Mais ses mains tremblaient maintenant, juste un peu, les séquelles, le coup de la violence contrôlée. Tobias l'avait aussi prévenu. « Tu peux entraîner ton corps, avait-il dit, mais tu ne peux pas entraîner ton âme à ne pas reconnaître ce que tu viens de faire. Même quand c'est nécessaire, surtout quand c'est nécessaire. » Eva força sa respiration à se calmer, compta jusqu'à 10, puis 20. Les tremblements s'apaisèrent. Elle avait du travail à finir. Le linge n'allait pas s'étendre tout seul. Et dans quelques heures, probablement moins, ces 3 hommes atteindraient Pine Ridge. Ils raconteraient leur histoire, enverraient un message, et alors les choses se compliqueraient. La matinée laissa place à midi. Eva termina sa lessive, rentra le panier vide et reprit le rythme normal de la vie à la ferme. Elle nourrit sa jument, une baie nommée Temperance qui était avec elle depuis le Wyoming. Elle vérifia le poulailler, ramassa 3 œufs. Elle désherba une partie du jardin où des navets sauvages avaient tenté de s'installer. Pendant tout ce temps, son esprit travaillait. 3 tueurs à gages signifiant que Declan Dalton était sérieux.
Elle avait soupçonné son implication dans la mort de Nathaniel depuis le début. L'effondrement de la mine avait été trop pratique, trop propre. Nathaniel avait été un homme prudent, un ingénieur minier expérimenté. Il savait comment étayer les tunnels, comment lire la roche et le bois pour déceler les signes de faiblesse. Mais il avait aussi été confiant. Il avait cru que le dépôt d'une concession légale le protégerait, que la loi signifiait quelque chose si loin des centres de la civilisation. Eva le savait mieux, même à l'époque. Elle avait essayé de le prévenir, d'expliquer que des hommes comme Dalton ne respectaient ni les concessions, ni les tribunaux, ni aucune autorité qui ne pouvait être achetée ou intimidée. Nathaniel avait souri, l'avait embrassé sur le front, lui avait dit qu'elle s'inquiétait trop. La frontière était rude, oui, mais c'était aussi un lieu de nouveau départ, de nouvelles chances. Ils exploiteraient la concession ensemble, construiraient quelque chose de réel, fonderaient peut-être une famille. Il était mort 3 semaines plus tard. Eva s'agenouilla dans son jardin, arrachant les mauvaises herbes avec plus de force que nécessaire. 10 mois. 10 mois qu'elle avait joué la veuve éplorée, maintenant la fiction, recueillant des informations. Apprenant sur les opérations de Dalton, son réseau de fonctionnaires corrompus, le schéma des concessions qui s'était terminé par des accidents pratiques. Elle avait promis à Tobias qu'elle laisserait cette vie derrière elle, avait juré sur sa tombe qu'elle trouverait la paix, qu'elle construirait quelque chose de simple et de bon. Mais la mort de Nathaniel avait changé l'équation, pas la vengeance. Eva comprenait la différence entre la justice et la vengeance. Elle la comprenait avec la clarté que lui avaient apporté 6 années d'apprentissage aux côtés de Tobias McCrae. La vengeance était chaude, réactive, personnelle. La justice était froide, calculée, systématique. Dalton devait répondre de ses actes. Pas seulement pour Nathaniel, pour tous. Chaque propriétaire de concession mort mystérieusement. Chaque famille laissée sans ressources. Chaque tombe qui marquait une nouvelle étape dans l'ascension de Declan Dalton vers le pouvoir. Eva se leva, époussetant la terre de ses mains. Le soleil avait passé son zénith. Début d'après-midi. Ces 3 hommes devaient avoir atteint Pine Ridge maintenant. Ils auraient raconté leur histoire à quiconque voudrait bien l'écouter. Elle devait aller en ville, voir comment le vent tournait, se préparer à la suite. Eva enfila sa robe de ville, un coton gris un peu moins usé que ses vêtements de travail. Elle releva ses cheveux correctement. Elle vérifia son reflet dans le petit miroir au-dessus de sa bassine. Une veuve respectable, discrète, elle laissa le Colt 45 dans son étui caché. Il y a des choses qu'on ne laisse pas à la maison. Le trajet jusqu'à Pine Ridge prit 30 minutes à une allure régulière. Eva laissa Temperance dicter le rythme, utilisant ce temps pour réfléchir aux éventualités. Dans le meilleur des cas, les 3 hommes avaient fui et continué à fuir, trop embarrassés pour admettre qu'ils avaient été vaincus par une femme. Improbable, mais possible. Plus probable, ils étaient arrivés en ville en panique, avaient raconté une version des faits qui les rendait moins incompétents. Ils prétendraient qu'elle leur avait tendu une embuscade, qu'elle avait peut-être des renforts cachés, quelque chose pour sauver leur fierté. Dans le pire des cas, ils avaient immédiatement prévenu Dalton. Dans ce cas, Eva avait peut-être un jour, 2 au plus, avant que les choses ne s'enveniment. Pine Ridge apparut alors qu'elle franchissait une petite colline. La ville semblait paisible dans la lumière de l'après-midi, paresseuse. Quelques personnes se déplaçaient dans la rue principale, des chevaux attachés à la barre du saloon, de la fumée s'élevant de la forge du forgeron. Eva guida Temperance jusqu'au poteau d'attache devant le magasin général de Hawthorne. La propriétaire, la veuve Abigail Hawthorne, était l'une des rares personnes à Pine Ridge qu'Eva considérait comme une amie. Abigail avait 52 ans, avait perdu son mari du choléra pendant la guerre et avait une façon de voir les gens qui suggérait qu'elle avait appris à lire la vérité sous les mensonges de surface. La cloche au-dessus de la porte sonna quand Eva entra. Le magasin sentait le café, le cuir et le musc sucré des pommes séchées. Abigail se tenait derrière le comptoir, faisant l'inventaire dans un registre, mais elle leva les yeux à l'approche d'Eva. Eva. Le salut d'Abigail était chaleureux, mais il y avait aussi autre chose, de l'inquiétude, de la préoccupation. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. J'avais besoin de quelques petites choses. Eva garda une voix désinvolte, jetant un coup d'œil au magasin. Vide, apparaît le 2. De la farine, du café, si tu en as de fraîchement torréfié. Bien sûr.
Abigail se déplaça pour rassembler les articles, mais ses mouvements semblaient raides. Prudent. Tu, tu es resté chez toi toute la matinée à faire la lessive? Eva observa le visage de la femme plus âgée. Pourquoi tu demandes? Abigail posa un sac en toile de farine sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. Parce que 3 hommes sont passés par ici il y a environ 1 heure, l'air d'avoir vu le diable en personne. L'un d'eux avait la main bandée, il a prétendu avoir été attaqué. L'expression d'Eva ne changea pas. Attaqué par qui? C'est ça le problème. Abigail se pencha, baissant la voix bien qu'elle soit seule. Ils n'ont pas voulu le dire. Pas exactement. Ils n'arrêtaient pas de parler d'une femme à la ferme des Blackthorn. Ils ont dit qu'elle était dangereuse, folle, qu'elle avait essayé de les tuer. C'est une sacrée accusation. En effet, Abigail soutint le regard d'Eva. Le fait est que je te connais depuis près de 2 ans. Tu n'as jamais été autre chose que discrète et respectueuse. Mais ces hommes, Eva, ils étaient terrifiés, vraiment terrifiés. Et je sais reconnaître la peur quand je la vois. Eva réfléchit à sa réponse. Abigail méritait l'honnêteté, ou du moins autant qu'Eva pouvait se permettre de lui en donner. 3 hommes sont venus à ma ferme ce matin. Ils ont proféré des menaces, laissé entendre qu'ils étaient là sur les ordres de quelqu'un pour prendre ma propriété. Je me suis défendu. Tu t'es défendu? Comment? Efficacement. Les yeux d'Abigail s'écarquillèrent légèrement. Elle commença à parler, s'arrêta, puis recommença. Eva, ces hommes étaient armés. Des professionnels, à première vue. Comment une veuve se défend-elle contre ça? En n'étant pas sans défense. Eva la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas ce que je parais, Abigail. Je ne l'ai jamais été. Mais je ne suis pas un danger pour cette ville. Je te donne ma parole. Avant qu'Abigail ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. L'adjoint Ezra Holloway entra en titubant, jeune, sérieux et clairement agité. 22 ans, grand et dégingandé, avec des cheveux blonds qui n'étaient jamais tout à fait plats et un insigne qui brillait encore d'un polissage quotidien. Madame Blackthorn, il toucha le bord de son chapeau, un geste de respect si automatique qu'il semblait inconscient. Je dois vous poser quelques questions. Des questions sur quoi, adjoint? Sur un incident ce matin. 3 hommes affirment que vous les avez attaqués, que vous avez détruit leurs biens. L'un d'eux dit que vous avez menacé de les tuer. Eva garda une voix égale. Ces hommes ont-ils mentionné pourquoi ils sont venus sur ma propriété sans y être invités? Ce qu'ils m'ont dit avant que je ne me défende? Ezra se balança d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Ils ont dit qu'ils posaient juste des questions sur des concessions minières. Ils ont dit que vous êtes entré dans une rage folle. Ils mentent. Le ton d'Eva resta calme, factuel. Ils sont venus pour me tuer, pour prendre la concession de mon mari. Ils ont été engagés dans ce but précis. C'est une accusation grave, madame. C'est la vérité. Pouvez-vous le prouver? Peuvent-ils prouver que je les ai attaqués sans raison? Eva pencha la tête. Adjoint, avez-vous examiné ces hommes? Étaient-ils blessés? Ezra hésita. Eh bien, non, pas exactement. L'un avait des contusions à la main, mais pas de blessures par balle ou quoi que ce soit. Alors comment ai-je attaqué 3 hommes armés et les ai-je laissés indemnes? Ils ont dit que vous leur avez arraché leurs armes des mains en tirant dessus, que vous êtes une sorte de tueuse professionnelle. Le silence s'installa dans le magasin. Abigail était devenue très immobile derrière le comptoir. Eva sentait le poids de leurs 2 regards. Ont-ils mentionné, dit Eva avec précaution, qui les a envoyés? Qui les paye pour harceler les veuves et voler les concessions? La mâchoire d'Ezra se crispa. Ils ont mentionné un nom, Declan Dalton, mais ça ne prouve rien. Monsieur Dalton est un homme d'affaires respecté. Declan Dalton est un meurtrier. La voix d'Eva coupa comme du verre. Il a tué au moins 15 personnes à ma connaissance. Il a fait passer ça pour des accidents, des effondrements de mines, des incendies, des chutes. Mon mari était l'un d'eux. Et ces 3 hommes ce matin ont été envoyés pour finir ce qu'il a commencé. Madame Blackthorn, je ne peux pas simplement vous croire sur parole pour une chose pareille. Je ne vous le demande pas. Eva s'approcha et quelque chose dans sa posture fit reculer instinctivement Ezra. Je vous dis d'enquêter, regardez le schéma. Combien de propriétaires de concessions sont morts au cours des 3 dernières années? Combien de ces concessions ont fini entre les mains de Dalton?
Je, je devrais vérifier les registres. Alors vérifiez-les. Les yeux d'Eva croisèrent les siens. Parce que d'autres hommes arrivent, adjoint. Ça ne s'arrêtera pas à 3 tueurs à gages. Dalton veut ce que j'ai, et il n'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas, ou que je ne serai pas morte. Quand ça arrivera, j'aimerais savoir si la loi dans cette ville a l'intention d'aider ou de simplement détourner le regard. Le visage d'Ezra s'empourpra. Je ne détourne pas le regard, madame. J'applique la loi. Alors appliquez-la, ou écartez-vous de mon chemin et laissez-moi m'en occuper moi-même. Elle se retourna et sortit, laissant l'adjoint planté au milieu du magasin, l'air perdu. Abigail la suivit sur le porche. « Eva, attends! » Eva s'arrêta, une main sur les rênes de Temperance. « Qui es-tu? » demanda doucement Abigail. « Vraiment? » Eva regarda la femme plus âgée un long moment. Elle y vit une préoccupation sincère, peut-être même de l'amitié. Quelqu'un qui a appris il y a longtemps que le monde ne protège pas les faibles. Il leur donne juste un choix. Rester faible et espérer la pitié ou devenir assez fort pour que la pitié devienne sans importance. On dirait quelque chose qu'un homme de loi dirait. C'est quelque chose qu'un bon homme de loi m'a dit un jour, le meilleur homme que j'ai jamais connu. Eva monta sur Temperance. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus, mais je te promets, Abigail, que tout ce que j'ai fait, c'était pour me protéger et protéger ce qui est à moi. Rien de plus. Et si d'autres hommes viennent, alors je ferai ce qui est nécessaire. Eva rassembla ses rênes, comme je l'ai fait ce matin. Elle quitta la ville alors que le soleil déclinait vers la fin de l'après-midi. La confrontation avec Ezra avait été inévitable, mais elle compliquait les choses. La nouvelle allait se répandre maintenant. La veuve discrète n'était pas si discrète, pas si sans défense. Cela parviendrait aux oreilles de Dalton plus vite que tout. Eva était à mi-chemin de chez elle quand elle vit le cavalier. Une silhouette solitaire sur un cheval sombre, approchant du nord à un galop soutenu. Quelque chose dans sa façon de monter, l'urgence de son mouvement, déclencha des alarmes. Elle guida Tempérance hors de la route, dans un bosquet de peupliers où elle était à couvert et avait une bonne visibilité. Elle sortit son colt, le teint bas contre sa jambe. Le cavalier se rapprocha. Un jeune homme, la vingtaine, saignant d'une blessure à la jambe. Son cheval était en sueur, poussé trop fort, trop longtemps. Il vit Eva et se tourna vers elle, désespéré. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. » Eva resta derrière son arbre, l'arme prête. « Arrêtez-vous là! Qui êtes-vous? » L'homme arrêta son cheval si brusquement que celui-ci faillit s'asseoir sur son arrière-train. « Je m'appelle Frank Dalton. Je suis le jeune frère de Declan Dalton. S'il vous plaît, je dois vous avertir. » Tous les instincts d'Eva criaient au piège, mais le sang semblait réel. La peur dans ses yeux semblait authentique. M'avertir de quoi? De ce qui arrive. Frank pressa une main sur sa blessure à la jambe, essayant d'arrêter le saignement. Mon frère, il envoie 12 hommes, des tueurs professionnels. Ils seront là demain, peut-être plus tôt. Pourquoi m'avertiriez-vous? Vous êtes son frère. J'étais son frère. La voix de Frank se brisa. Jusqu'à ce que je voie ce qu'il a fait, ce dont il est capable. Il y avait une ville dans le Wyoming, Sweetwater. Ils n'ont pas voulu livrer un témoin que mon frère voulait mort. Alors, il l'a brûlé. Toute la ville. 23 personnes sont mortes, y compris des enfants. Eva sentit un froid glacial s'installer dans son estomac. Quand? Il y a 3 mois, j'ai essayé de l'arrêter. Il a demandé à ses hommes de me battre, m'a laissé pour mort. Je me suis caché depuis. Mais j'ai entendu dire qu'il avait envoyé des hommes après vous ce matin. J'ai entendu dire qu'ils avaient échoué. Alors maintenant, il vient lui-même, avec ses meilleurs hommes. Pourquoi me dire ça? Frank la regarda dans les yeux. Parce que je ne peux pas l'arrêter. J'ai essayé et j'ai échoué. Mais peut-être que vous le pouvez. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Mais quiconque peut faire fuir 3 des hommes de mon frère avec juste une arme de poing, peut-être que vous avez une chance. Eva l'étudia. La blessure était réelle. Sa peur était réelle. Mais cela ne signifiait pas qu'il disait la vérité. Ça pouvait toujours être un appât, un autre genre de piège. Mais s'il disait la vérité sur Sweetwater, sur 12 hommes de plus, alors elle avait besoin de tous les avantages possibles. « Descendez, dit-elle lentement. Frank descendit de cheval en grimaçant.
Eva garda son arme sur lui tandis qu'elle s'approchait, examinant la blessure avec une efficacité rapide. De part en part, haut sur la cuisse. L'artère n'était pas touchée, sinon il serait déjà mort. Fraîche, peut-être d'une heure. Qui vous a tiré dessus? Mon frère, quand je lui ai dit que je ne participerais plus à ça. Le rire de Frank n'avait rien de l'humoristique. Je suppose que le sang ne signifie vraiment pas grand-chose quand l'argent est en jeu. Eva prit une décision. Juste ou fausse, elle le saurait assez tôt. Pouvez-vous monter à cheval? Je viens de le faire, n'est-ce pas? Alors suivez-moi, restez où je peux vous voir. Si vous faites un mouvement que je n'aime pas, je vous abattrai sans hésitation. Compris? Oui, madame. Ils chevauchèrent jusqu'à la ferme d'Eva. Frank suivait à 20 yards derrière, la main d'Eva jamais loin de son arme. Le soleil se couchait maintenant, peignant le ciel de teinte cramoisie et dorée. Magnifique, trompeur. À la cabane, Eva fit descendre Frank et l'assit sur les marches de son Porsche pendant qu'elle soignait sa blessure. Elle travailla avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait ça de nombreuses fois. Elle nettoya la blessure, la pansa fermement, lui donna de l'eau et du pain sec. Parlez-moi des 12 hommes, dit-elle. Frank s'adossa au poteau du Porsche, l'épuisement visible sur chaque ligne de son corps. Garrett Blackheart Stone les dirige. Ancien pilleur confédéré, il a brûlé des fermes dans tout le Missouri. Il a tué plus de 40 hommes, et ce ne sont que ceux dont il s'est vanté. Eva hocha la tête. Elle avait entendu parler de Blackheart Stone. Sa réputation était sombre, même pour les standards de la frontière. Qui d'autre? Dutch Hollis, expert en explosifs. Cruel comme pas deux. Maddox Crane, un chasseur de primes qui piste comme un limier. Les autres ne sont que des gâchettes, mais des bonnes, des hommes que mon frère a déjà utilisés. Quand arriveront-ils? Demain, peut-être après-demain. Declan est en train de les rassembler à bout. Une fois qu'ils seront assemblés, c'est une dure journée de cheval jusqu'à Pine Ridge. Eva se leva, se dirigea vers le bord de son Porsche, regarda la prairie qui s'assombrissait. 12 tueurs professionnels contre une femme dans une ville qui lui faisait à peine confiance. Le calcul n'était pas encourageant. Vous devriez fuir, dit doucement Frank. Prenez votre cheval, direction le Canada. Mon frère prendra la concession, mais au moins vous seriez en vie. Votre frère m'a déjà pris quelque chose, dit Eva. Mon mari, il y a 10 mois. Un accident minier qui n'en était pas un. Frank ferma les yeux. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas jusqu'à récemment combien de personnes il avait tuées. Mais vous le savez maintenant? Oui? Alors vous allez m'aider à l'arrêter. Les yeux de Frank s'ouvrirent brusquement. Vous aider? Madame, je peux à peine monter à cheval. Je ne suis pas un pistolero. Je ne suis rien. Vous êtes quelqu'un qui connaît les méthodes de votre frère, ses tactiques, les hommes qu'il emploie. Eva se tourna pour lui faire face. Cela vous rend précieux. La question est, êtes-vous prêt à utiliser cette connaissance pour sauver des vies? Quelle vie? Il n'y a que vous ici. Pour l'instant. Mais si je fuis, votre frère gagne, et après, il passera à la prochaine concession, à la prochaine victime. Combien d'autres Sweetwater avant que quelqu'un ne l'arrête? Frank la dévisagea. Vous êtes sérieuse? Vous pensez vraiment pouvoir tenir tête à 12 tueurs professionnels? Non. Le sourire d'Eva n'avait aucune chaleur. Je pense que nous le pouvons. Cette ville, ces gens, si nous travaillons ensemble, si nous sommes intelligents, si nous nous préparons, ils ne se battront jamais. Ce sont des commerçants et des fermiers. Ce sont des gens qui ont construit quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Parfois, c'est suffisant. Eva tendit la main. Alors, qu'est-ce que ce sera, Frank Dalton? Voulez-vous continuer à fuir votre frère ou voulez-vous m'aider à en finir? Frank regarda sa main un long moment. Puis, lentement, il tendit la sienne et la serra. Je vais aider. Que Dieu me vienne en aide, mais je vais aider. Même si je pense que nous allons tous les deux mourir. Peut-être, dit Eva, mais nous mourrons debout. Ça compte pour quelque chose. Elle le tira sur ses pieds, l'aida à y entrer, l'installa dans la pièce du fond avec des couvertures et des instructions pour se reposer. Puis elle se tint seule dans sa cabane alors que la nuit tombait complètement, regardant les objets qu'elle avait gardés cachés pendant 10 mois. Un insigne, une étoile d'argent, ternie maintenant. Adjoint du Marshal des États-Unis, insigne numéro 47. Un journal relié en cuir.
À l'intérieur, 30 et un nom, 30 et une arrestation, chacune datée, chacune documentée de son écriture soignée. Et une photographie, froissée d'avoir été portée trop longtemps. Un homme d'une soixantaine d'années, cheveux grisonnants, visage buriné, des yeux qui en avaient trop vu, mais qui parvenaient encore à la gentillesse. Tobias McCrae, debout à côté d'une Eva plus jeune le jour où elle avait gagné son insigne. Elle traça le contour de son visage avec un doigt. « Je suis désolé, Tobias, » murmura-t-elle. « Je sais que j'avais promis, mais ils ne me laisseront pas la tenir. Alors, je la brise une dernière fois, pour Nathaniel, pour Sweetwater, pour tous ceux que Dalton a blessés. » La photographie ne répondit pas, ne pouvait pas répondre. Mais Eva imagina qu'elle pouvait entendre sa voix quand même. Ce ton graveleux et rauque. Parfois, les promesses doivent être rompues pour que de meilleures puissent être tenues. Elle posa la photographie, ramassa l'insigne, l'épingla à l'intérieur de son gilet, où personne ne pouvait le voir, mais où elle pouvait sentir son poids. Demain apporterait des choix difficiles, du genre qui changent la forme de la vie d'une personne. Mais ce soir, Eva Blackthorne s'accorda un moment de deuil silencieux pour la paix qu'elle avait essayé de construire. Et pour l'homme qui lui avait appris que la paix sans la force de la protéger n'était qu'un joli mensonge attendant de se briser. Dehors, le vent du Montana se leva, chantant à travers les avant-toits, portant l'odeur de la neige à venir. L'hiver arrivait tôt cette année et avec lui un règlement de compte. L'aube se leva, froide sur Pine Ridge. Le genre de matin de septembre qui promettait un hiver tapis à quelques semaines de là. Eva se tenait près de son poêle, faisant chauffer du café dans une cafetière en fer blanc cabossé, regardant la vapeur s'enrouler vers les chevrons. Derrière elle, Frank Dalton dormait d'un sommeil agité dans la pièce du fond, la fièvre lui faisant marmonner des fragments de cauchemar qu'elle n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre. Elle était réveillée depuis avant les premières lueurs, en train de planifier. 12 hommes, des tueurs professionnels. Ils arriveraient demain, peut-être le jour d'après. Cela lui donnait moins de 48 heures pour préparer une ville qui ne lui faisait pas confiance et qui ne croirait probablement pas à la menace, même si elle l'expliquait. Les mathématiques de la survie étaient d'une simplicité brutale. Une femme, aussi douée soit-elle, ne pouvait pas vaincre 12 tireurs entraînés en combat ouvert. Même Tobias, au sommet de sa forme, n'aurait pas pu gérer de telles chances, ce qui signifiait qu'elle devait changer l'équation, transformer le combat en autre chose qu'une fusillade directe. Elle avait besoin d'alliés. Elle avait besoin de l'avantage du terrain. Elle avait besoin que les habitants de Pine Ridge comprennent ce qui arrivait et choisissent de se battre plutôt que de se disperser. Eva versa du café dans 2 tasses en fer blanc, en apporta une dans la chambre de Frank. Il était réveillé maintenant, adossé au mur, sa blessure à la jambe montrant une nouvelle infiltration à travers le bandage. « Il faut le changer », dit-elle en posant le café à côté de lui. « J'ai eu pire. » La voix de Frank était rauque de douleur et d'insomnie. « J'ai reçu une balle dans l'épaule. Une fois, j'ai dû extraire la balle moi-même avec un couteau de chasse. Une façon stupide de gérer ça. Vous auriez pu toucher une artère. Je n'avais pas vraiment le choix à l'époque. » Il sirota le café, fit une grimace. Assez fort pour décaper la peinture. Ça vous réveillera. Eva s'agenouilla à côté de lui, défit le bandage avec des mouvements efficaces. La blessure avait l'air meilleure qu'elle ne l'avait craint. Des bords nets, pas d'infection qui se propage. Ils vivraient, en supposant qu'ils survivent tous les deux au prochain jour. « Parlez-moi de Sweetwater, » dit-elle en travaillant. « Tout. J'ai besoin de comprendre comment votre frère opère. » La mâchoire de Frank se crispa. « Vous êtes sûr de vouloir entendre ça? » « J'ai entendu pire. J'en doute. Essayez, moi. » Frank ferma les yeux. Quand il parla, sa voix était devenue plate. La façon dont les gens parlent lorsqu'ils décrivent des horreurs trop grandes pour l'émotion. Il y avait un témoin, un homme nommé Caleb Waters. Il avait vu Declan et son équipe voler un bureau des mines à Laramie. Ils ont tué l'employé, ont fait passer ça pour un litige de concession. Mais Waters les a vus sortir, a reconnu Blackheart Stone. Eva noua le nouveau bandage, s'assit sur ses talons. Et Waters est allé à Sweetwater. Sa sœur y vivait. Il pensait qu'il serait en sécurité dans une petite ville, entouré de sa famille. Le rire de Frank contenait du verre brisé. Declan en a envoyé 10 hommes, a demandé à la ville de leur livrer Waters. Quand ils ont refusé, il leur a donné 3 heures pour reconsidérer.
Ils ne l'ont pas fait. Non, le shérif, un homme nommé Pike Roberts, il s'est tenu sur les marches de la mairie et a dit à Declan qu'il protégeait les leurs, que la loi s'occuperait de Waters s'il l'avait enfreinte, mais que la justice populaire n'était pas la bienvenue. Qu'est-il arrivé au shérif Roberts? Declan lui a tiré dessus, là, en plein centre-ville. Puis il a donné l'ordre. Les mains de Frank tremblaient autour de la tasse de café. Ils avaient des barils d'huile de lampe, ont imbibé chaque bâtiment de la rue principale et ont tout incendié en même temps. Les gens, ils ont essayé de fuir. Les hommes de Declan ont tiré sur tous ceux qui sortaient, hommes, femmes, peu importe. L'estomac d'Eva se glaça. Les enfants, sous-sol de l'église. Ils pensaient y être en sécurité. Frank ouvrit les yeux et ils étaient vides. Le feu ne se soucie pas des sanctuaires. 23 morts au total. Waters et toute sa famille. Ce shérif, l'institutrice, 3 enfants de moins de 10 ans. Un lourd silence s'installa entre eux. Eva se leva et se dirigea vers la fenêtre, regarda sa ferme baignée de la lumière du matin. Paisible, trompeuse. Vous avez dit que vous aviez essayé de l'arrêter. Je lui ai attrapé le bras quand il a donné l'ordre de brûler l'église. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que ce n'étaient que des enfants, qu'ils n'avaient rien fait. La voix de Frank se brisa. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Puis il a fait un signe de tête à Blackheart Stone. Ils m'ont battu jusqu'à ce que je perde connaissance, m'ont laissé dans une ruelle. Quand je me suis réveillé, toute la ville n'était que cendre, et vous fuyez depuis. Que pouvais-je faire d'autre? Aller voir la loi. Declan possède la moitié des shérifs entre ici et Denver. Les marshals fédéraux, ils auraient besoin de preuves, de témoins. Tous ceux qui pourraient témoigner sont morts ou ont trop peur pour parler. Eva se détourna de la fenêtre. Pas tout le monde. Que voulez-vous dire? Vous êtes un témoin. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous pouvez témoigner. Frank laissa échapper un rire amer. Son propre frère, il ne me croirait jamais. Ils diraient que j'essaye de sauver ma peau, de rejeter la faute. Peut-être, peut-être pas. Eva croisa les bras. Mais pour l'instant, vous êtes la seule personne en vie qui peut relier directement Declan Dalton à un massacre. Cela vous rend précieux. Cela fait aussi de vous une menace qu'il voudra éliminer. C'est pourquoi je vous ai suggéré de fuir, que nous fuyions tous les deux. Fuir ne fait que retarder le problème. Eva se dirigea vers sa table, étala une carte de Pine Ridge dessinée à la main qu'elle avait esquissée la nuit précédente. Votre frère pense que je suis seul, sans défense. Il envoie 12 hommes pour s'occuper d'une veuve. Cela me dit qu'il est arrogant, trop confiant. Il est aussi intelligent, prudent. Il n'aurait pas survécu aussi longtemps sinon. Intelligent, oui, mais il a fait une erreur. Eva tapota la carte. Il sous-estime son ennemi. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ce ne sera pas la dernière. Frank se leva avec difficulté, boita jusqu'à la carte pour l'examiner. Vous êtes sérieuse à propos de vous battre. Vous pensez vraiment pouvoir gagner? Je pense que je peux changer les chances suffisamment pour que ça compte. Elle pointa divers endroits qu'elle avait marqués. Pine Ridge compte 312 personnes, peut-être 80 hommes valides. Pas des combattants, mais des fermiers et des marchands qui savent de manier un fusil. Ils chassent. Ils ont eu affaire à des loups et à des hostiles occasionnels. Ils ne sont pas sans défense. Ce ne sont pas non plus des pistoleros. Non. C'est pourquoi nous ne nous battrons pas comme des pistoleros. Le doigt d'Eva traça des lignes de mire, des pointes d'étranglement, des positions défensives. Nous nous battrons comme des gens qui protègent leur maison. Nous utiliserons le terrain. Nous nous préparerons. Nous ferons en sorte que chaque avantage compte. Ils n'accepteront jamais. Vous demandez à des commerçants de tenir tête à des tueurs professionnels. Je leur demande de protéger leur famille, leur ville, tout ce qu'ils ont construit. Eva leva les yeux, croisa les siens. Les gens se battront quand ils comprendront pourquoi ils se battent. Je dois juste leur faire comprendre. Frank étudia la carte, puis l'étudia elle. Quelque chose changea dans son expression. De la reconnaissance peut-être, ou les premiers frémissements de la foi. Vous avez déjà fait ça, n'est-ce que pas? Ce n'est pas juste de la bravade. J'ai affronté des chances pires. Faire quoi? Vous avez dit que vous n'étiez qu'une veuve. Eva hésita. La confiance était une monnaie qu'elle dépensait rarement.
Mais Frank était venu ici, blessé, l'avait prévenu, avait offert des informations qui pourraient sauver des vies. Il avait mérité quelque chose. J'étais adjointe, dit-elle finalement. Bureau du Marshal des États-Unis pendant 6 ans. Mon mentor était un homme nommé Tobias McCrae. Les yeux de Frank s'écarquillèrent. Ironside McCrae? Le Marshal qui a nettoyé 3 territoires. Vous avez entendu parler de lui? Tout le monde a entendu parler de lui. C'est une légende. Le regard de Frank s'aiguisa. Attendez, McCrae est mort il y a quoi, 18 mois? C'est exact, une balle dans le dos lors d'une embuscade. Les mots faisaient encore mal à dire. J'étais en lune de miel quand c'est arrivé. Le temps que j'ai la nouvelle, il était enterré depuis 3 semaines. Et vous avez pris votre retraite. Je lui avais promis. Il m'a fait jurer que si quelque chose lui arrivait, je rendrais l'insigne, que je trouverais la paix. Le sourire d'Eva n'avait aucune chaleur. J'ai tenu cette promesse pendant 10 mois. J'ai construit une vie tranquille avec un homme bon. Puis votre frère a tué mon mari, et nous voilà. Frank s'assit lourdement sur l'une de ses chaises de cuisine. Donc vous n'êtes pas juste une veuve qui a eu de la chance ce matin. Vous êtes un agent de la loi fédérale entraîné. J'étais. Je n'ai pas porté l'insigne depuis plus d'1 an, mais les compétences ne disparaissent pas comme ça. Non, en effet. Eva en enroula la carte. C'est pourquoi je vais en ville ce matin. Je dois parler aux gens. Leur faire comprendre ce qui arrive. Ils ne vous croiront pas. Pourquoi le feraient-ils? Parce que je vais leur dire la vérité. Toute la vérité. Qui je suis. Ce que je peux faire. Ce que votre frère a fait à Sweetwater. Eva attacha sa ceinture d'armes, ne prenant plus la peine de la cacher sous son tablier. Et puis je vais leur donner un choix. Se battre ou fuir et espérer que la pitié de Dalton les rattrape moins vite que son ambition. C'est un sacré discours. C'est un discours honnête. Parfois, c'est suffisant. Elle laissa Frank à la cabane avec pour instruction de se reposer et de rester alerte. Si quelqu'un venait qui n'était pas elle, il devait se cacher dans la cave à légumes et rester silencieux. Il hocha la tête en signe d'accord, mais ses yeux trahissaient des doutes sur le succès de tout cela. Eva ne lui en voulait pas. Elle avait aussi des doutes. Mais le doute n'était que la peur portant un masque raisonnable. Et elle avait appris il y a longtemps que la peur prenait de mauvaises décisions. Le trajet jusqu'à Pine Ridge prit plus de temps que d'habitude. Eva laissa Temperance adopter une allure tranquille, tandis que son esprit élaborait des approches et des arguments. Elle avait besoin d'alliés. Plus précisément, elle avait besoin des personnes qui avaient du poids en ville, celles que les autres écoutaient. Le révérend Augustus Pine serait le premier. Un homme de Dieu portait une autorité morale que même les sceptiques respectaient. Si elle pouvait le convaincre, d'autres pourraient le suivre. L'église se trouvait à l'extrémité nord de la rue principale. Des planches peintes en blanc, usées jusqu'au gris par endroits où la peinture s'était écaillée. Le clocher penchait toujours vers l'ouest, défiant la physique et probablement plusieurs codes du bâtiment. Eva attacha Temperance à la barre et monta les 3 marches jusqu'à la porte. À l'intérieur, l'église avait l'odeur familière du vieux bois et de la cire de bougies. Le révérend Pine était agenouillé à l'autel, la tête inclinée en prière. Il ne se retourna pas au son de son entrée, mais sa voix porta clairement dans l'espace vide. « Madame Blackthorne, je me demandais quand vous viendriez. Comment saviez-vous que c'était moi? » « Vos pas. » Il se leva, se tourna pour lui faire face. 61 ans, un visage ridé par les intempéries et l'inquiétude, des yeux qui avaient vu la guerre et en étaient revenus changés. Il mesurait la démarche de quelqu'un qui a appris à se déplacer silencieusement quand c'est nécessaire. Eva s'arrêta à mi-chemin de l'allée. « Vous êtes observateur. »« Je suis vieux. Il y a une différence. » Payne se dirigea vers le premier banc, lui fit signe de le rejoindre. « J'ai entendu parler d'hier. 3 hommes prétendant que vous les avez attaqués. L'adjointe Holloway posant des questions. Maintenant, vous êtes ici, portant une arme ouvertement pour la première fois depuis que je vous connais. Les choses changent, révérend. Il semble que oui. Il s'installa sur le bois dur, tapota l'espace à côté de lui. Asseyez-vous. Racontez à un vieil homme ce qui se passe vraiment. Eva s'assit, gardant une distance entre eux. Que savez-vous de Declan Dalton? L'expression de Pine s'assombrit. Magnat des mines, riche, influent. On dit qu'il a une éthique douteuse, mais rien n'est prouvé. C'est un meurtrier, à plusieurs reprises.
Il a tué mon mari et fait passer ça pour un accident. Maintenant, il envoie des hommes pour me tuer et prendre ce qui est à moi. C'est une accusation grave. C'est la vérité. Eva sortit un papier plié de sa poche, le lui tendit. Ceci est arrivé hier du Wyoming, d'une ville appelée Sweetwater. Pine déplia la lettre, commença à lire. Eva observa son visage changer à mesure que les mots s'imprimaient. Horreur, incrédulité, chagrin. 23 personnes, murmura-t-il. Des enfants. Dalton les a fait brûler quand ils n'ont pas voulu livrer un témoin. Son propre frère l'a vu faire. Ce frère est dans ma cabane en ce moment, blessé, terrifié, mais prêt à témoigner si nous pouvons le garder en vie assez longtemps. Pine leva les yeux de la lettre. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que 12 autres hommes de Dalton arrivent. Demain, peut-être après-demain, ils viennent pour finir ce que ces 3 ont commencé hier. Et quand ils arriveront, ils ne s'arrêteront pas à moi. Vous pensez qu'ils s'en prendraient à la ville? Je pense que Dalton ne laisse pas de témoins. Je pense que si Pine Ridge se met sur son chemin, il nous fera ce qu'il a fait à Sweetwater. Eva se pencha en avant. Je peux les combattre, j'ai les compétences, mais pas seul. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que cette ville comprenne ce qui est en jeu et décide de se battre. Pine posa la lettre avec des mains tremblantes. Madame Blackthorne, que demandez-vous exactement? Je vous demande de convoquer une réunion de la ville ce soir. Rassemblez tout le monde. Laissez-moi expliquer la situation, puis laissez-les choisir. Choisir quoi? Se battre ou fuir? Rester et protéger ce qui est à eux, ou abandonner Pine Ridge et espérer que Dalton se contente de prendre ce qu'il veut. Eva soutint son regard. Il n'y a pas de jugement dans un sens ou dans l'autre, révérend. Fuir pourrait être le choix intelligent, mais les gens méritent de savoir ce qui arrive pour pouvoir décider par eux-mêmes. Pine se leva, se dirigea vers l'autel, se tint le dos tourné pendant un long moment. Quand il parla, sa voix portait le poids de vieux souvenirs. J'étais aumônier pendant la guerre, dans l'armée de l'Union. J'ai vu ce qui arrive quand les bonnes personnes restent les bras croisés pendant que le mal agit. J'ai enterré des garçons morts pour le péché de s'être trouvés au mauvais endroit quand des hommes puissants ont décidé que la violence était acceptable. Il se retourna. J'ai aussi vu ce qui arrive quand les communautés se rassemblent, quand des gens ordinaires décident que certaines choses valaient le coup d'être protégées. Alors vous allez aider. Je convoquerai la réunion, 19 heures ce soir. Mais Madame Blackthorne, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous vraiment? Parce que la femme qui a maîtrisé 3 hommes armés hier, qui parle de tactique et de chance de combat, ce n'est pas une veuve éplorée qui s'occupe tranquillement d'une ferme. Eva se leva. Mon nom est Evangeline Eva McCrae Blackthorne. J'ai été adjointe du Marshal des États-Unis pendant 6 ans. J'ai servi sous les ordres de Tobias McCrae. J'ai 31 arrestations à mon actif. Toutes propres, toutes justifiées. J'ai pris ma retraite à la mort de mon mentor et j'ai épousé Nathaniel Blackthorne. Je suis venu ici chercher la paix. Et maintenant, j'ai fini de fuir ce que je suis. Dalton a rendu cette affaire personnelle en tuant Nathaniel. Il en a fait plus qu'une affaire personnelle en brûlant Sweetwater. Alors, j'offre à cette ville quelque chose que j'ai appris du meilleur homme de loi que j'ai jamais connu. Qu'est-ce que c'est? Un choix, celui de se battre pour quelque chose qui compte. Pine l'étudia un long moment, puis il tendit la main. 19 heures, je les ferai venir. Ils se serrèrent la main, sa poignée était ferme, collieuse par des années de travail qui n'avaient rien à voir avec les livres de prière. Eva quitta l'église et se dirigea vers son prochain arrêt. Le cabinet du docteur Thaddeus Morgan se trouvait au-dessus du magasin général, accessible par un escalier extérieur qui grinçait sous ses bottes. Elle trouva le docteur penché sur son bureau, mettant à jour des dossiers de patients d'une écriture précise. Il leva les yeux à son entrée, et son regard se posa immédiatement sur l'arme à sa hanche. « Madame Blackthorne, devrais-je m'inquiéter que vous soyez armée? »« Cela dépend si vous prévoyez de me tirer dessus, docteur. » Morgan renifla. « Mes jours de tir se sont terminés à Antietam. De nos jours, je préfère guérir plutôt que de nuire. » Il posa sa plume. « Cependant, je soupçonne que vous êtes ici parce que quelqu'un va bientôt avoir besoin de soins. »« Probablement. » Eva ferma la porte derrière elle. « J'ai besoin de votre aide. Une aide médicale.
du genre pratique. Il y aura une réunion de la ville ce soir. Des choses vont être dites qui effraieront les gens. Certains pourraient paniquer. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'autorité et une main ferme pour aider à garder les choses calmes. Morgan se pencha en arrière dans son fauteuil. Quel genre de choses? Eva exposa la situation. Dalton, les 12 hommes, Sweetwater, le témoignage de Frank, le choix que Pine Ridge devrait faire. Le docteur écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, en train de traiter l'information. Vous demandez à cette ville d'entrer en guerre. Je demande à cette ville de se défendre. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Morgan se leva, se dirigea vers sa fenêtre qui donnait sur la rue principale. Guerre, défense, tout se termine de la même manière. Avec des corps sur des tables et moi essayant de remettre les gens en état. Préférez-vous remettre en état les corps de ceux qui ont choisi de se battre ou enterrer les cendres de ceux qui n'ont pas eu le choix? Les épaules de Morgan se crispèrent. Ce n'est pas juste. La justice a disparu quand Dalton a brûlé 23 personnes vivantes. Maintenant, il n'y a que ce qui est. Eva le rejoignit à la fenêtre. Je sais ce que je demande, je connais le coup, mais je sais aussi ce qui arrive si nous ne nous battons pas. Je l'ai vu. Sweetwater l'a prouvé. Et si nous nous battons et perdons, au moins nous aurons essayé. Au moins ces gens auront pu choisir leur fin plutôt que de se la faire imposer. Morgan se détourna de la fenêtre. Vous me rappelez quelqu'un, un chirurgien que j'ai connu pendant la guerre. Il disait que les pires blessures n'étaient pas celles qu'on pouvait voir. C'était celles qui venaient de ne rien faire quand l'action était nécessaire. Un homme intelligent. Un homme mort. Il a pris une balle en essayant de sauver un soldat blessé dans le No Man's Land. L'expression de Morgan s'adoucit légèrement. Mais il n'avait pas tort. Je serai à la réunion. J'aiderai à garder les têtes froides. Bien que je me réserve le droit de vous dire que c'est de la folie. Dûment noté. Eva fit 3 autres arrêts. Abigail Hawthorne au magasin général, qui accepta d'assister et d'amener les autres marchands. Un éleveur nommé Josiah Pwitt, dont la fille Mercy était l'enfant à qui Eva apprenait à lire. Et enfin, à contre-cœur, le shérif Briggs. Elle trouva Briggs dans son bureau, les pieds sur son bureau, en train de vider une bouteille de whisky, bien que le soleil n'ait pas encore atteint midi. Madame Blackthorne, il ne prit pas la peine de se lever. Vous venez avouer avoir attaqué ces hommes hier. Je viens de vous avertir que 12 autres sont en route. Cela attira son attention. Ses pieds quittèrent le bureau. Quoi? Eva lui raconta. Pas tout. Elle omit la présence de Frank. Omit son histoire complète. Mais elle lui en donna assez. Dalton, le schéma des morts. Sweetwater, la menace pour Pine Ridge. Briggs écouta, pâlissant à chaque détail. Quand elle eut fini, il attrapa la bouteille de whisky avec des mains tremblantes. C'est trop gros. Nous avons besoin d'aide fédérale, des Marshalls, la cavalerie. 3 jours minimum pour la cavalerie de Fort Benton. Les Marshalls fédéraux mettraient plus de temps. Nous n'avons pas ce temps. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Eva se pencha en avant. Nous sommes censés nous battre, protéger notre ville, combattre si nécessaire. Combattre? Briggs éclata de rire, un son creux. Nous sommes des commerçants et des fermiers. Nous ne pouvons pas combattre des tueurs professionnels. Avec la bonne préparation, si vous le pouvez. Vous êtes folle. Peut-être, mais je suis aussi la meilleure chance que cette ville ait. Eva se redressa. Il y a une réunion ce soir, à 19 heures à l'église. Le révérend Pine la convoque. J'attends de vous y voir, shérif, sobre si possible. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. La journée s'acheva vers le soir. Eva retourna à sa ferme, vérifia Frank, qui avait dormi la majeure partie de l'après-midi, sa fièvre tombant enfin. Elle lui donna de la soupe, changea de nouveau son bandage et lui expliqua ce qui allait arriver. Réunion de la ville ce soir. Je vais tout leur dire. Soit ils se battront avec moi, soit ils ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, alors vous et moi, nous nous battrons quand même. Eva nettoya son arme, des mouvements méthodiques issus d'années de routine. Mais je pense qu'ils le feront. Les gens vous surprennent quand on leur donne le choix entre le courage et la lâcheté. Tobias McCrae vous a appris ça? Chaque jour pendant 6 ans. Frank la regarda travailler. Comment était-il, McCrae?
Eva fit une pause, réfléchissant. Dur, juste. Il ne supportait pas les imbéciles, mais il donnait à n'importe qui une chance de prouver qu'il n'en était pas un. Il m'a appris que la justice ne consiste pas à être le plus rapide ou le plus fort. Il s'agit d'être prêt à se battre quand les autres ne le font pas. On dirait un homme bon, le meilleur que j'ai jamais connu. Eva rengaina l'arme nettoyée. Il est mort en protégeant des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Je vais honorer cela, quoi qu'il en coûte. Ils se rendirent en ville ensemble alors que la poussière retombait. Frank luttait pour rester droit dans selle, mais refusait d'être laissé pour compte. L'église était déjà pleine quand ils arrivèrent. Chaque banc était bondé, des gens debout le long des murs. Toute la ville était venue. Eva aida Frank à entrer, l'installa sur un banc du fond où il ne serait pas immédiatement remarqué. Puis elle descendit l'allée vers l'avant, sentant 300 pères Dieu suivre son mouvement. Le révérend Pine se tenait à la chaire. Il leva les mains pour demander le silence. Merci à tous d'être venus. Je sais que c'est inhabituel de convoquer une réunion à si court préavis, mais nous sommes confrontés à une situation inhabituelle. Madame Blackthorne a des informations qui nous concernent tous. Je vous demande de l'écouter avant de porter un jugement. Il s'écarta. Eva prit sa place, regardant les visages assemblés. De la peur, de la suspicion, de la curiosité. Elle vit Abigail Hawthorne au troisième rang, son expression de soutien. Le docteur Morgan debout contre le mur latéral, les bras croisés. L'adjoint Ezra près de la porte, jeune et incertain. Le shérif Briggs visiblement absent. Eva prit une profonde inspiration, puis commença. Mon nom est Evangeline Eva McCrae Blackthorne. La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Eva Blackthorne, la veuve qui vit tranquillement à l'extérieur de la ville depuis des mois. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Elle déboutonna son gilet, révéla l'insigne d'argent terni épinglé à l'intérieur. J'ai été adjointe du Marshal des États-Unis. J'ai servi pendant 6 ans sous les ordres du Marshal Tobias McCrae. Pendant ce temps, j'ai arrêté 31 criminels. Des voleurs de banque, des usurpateurs de concessions, des meurtriers. J'ai fait mon travail conformément à la loi et je n'ai jamais tiré avec mon arme, sauf si des vies étaient en jeu. Des murmures parcoururent la foule. Eva attendit qu'il se calme. Il y a 18 mois, mon mentor a été tué dans une embuscade. J'ai pris ma retraite comme il me l'avait demandé. J'ai rencontré un homme bon nommé Nathaniel Blackthorne. Nous nous sommes mariés, nous sommes venus ici. Je pensais pouvoir construire une vie paisible. Sa voix se durcit. Il y a 10 mois, mon mari est mort dans ce qu'on a appelé un accident minier. Ce n'en était pas un. Il a été assassiné par un homme nommé Declan Dalton, qui voulait la concession d'argent que Nathaniel avait déposée. Hier, Dalton a envoyé 3 tueurs à gages à ma ferme pour finir le travail, pour me tuer et prendre ce qui est à moi. D'autres murmurent, un peu d'incrédulité, mais les gens écoutaient. J'ai fait fuir ces 3 hommes, mais ils ont fait leur rapport à Dalton. Et maintenant, il envoie 12 autres tueurs professionnels, des hommes qui ont déjà assassiné et qui assassineront encore. Eva sortit la lettre de Sweetwater de sa poche, la brandit. Il y a 3 mois, ces mêmes hommes ont brûlé une ville appelée Sweetwater, dans le Wyoming. 23 personnes sont mortes. Des hommes, des femmes, des enfants aussi jeunes que 6 ans. Dalton les a brûlés parce qu'ils refusaient de livrer un témoin. Elle laissa cela s'imprégner. Ces 12 hommes arrivent ici demain ou après-demain. Quand ils arriveront, ils ne s'arrêteront pas à moi. Ils dévasteront cette ville à la recherche de quiconque m'a aidé, de quiconque s'est mis sur leur chemin. Et d'après ce qu'ils ont fait à Sweetwater, je crois qu'ils brûleront Pine Ridge jusqu'aux cendres plutôt que de laisser des témoins. L'église explosa. Des cris, des questions, la peur se transformant en panique. Le révérend Pine s'avança. « S'il vous plaît, laissez-la finir. » Eva attendit de nouveau le silence. « Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer. Je vous le dis parce que vous méritez de savoir ce qui arrive et que vous méritez un choix. » Elle sortit sa carte dessinée à la main et la déplia sur la chaire. « Nous pouvons nous battre avec de la préparation, des tactiques intelligentes, avec tout le monde travaillant ensemble. Nous pouvons défendre cette ville. Je sais comment faire. Je l'ai déjà fait. Mais ce sera dangereux. Certains d'entre vous pourraient mourir. » Elle leva les yeux, croisa leurs regards. « Où vous pouvez partir.
Emballez vos familles, partez pour Fort Benton ou Helena ou n'importe où ailleurs. Il n'y a pas de honte à cela. La survie est un choix valable. Silence maintenant, lourd et profond. Mais comprenez ceci. Si vous fuyez, Dalton gagne. Il prend ce qu'il veut. Et la prochaine ville, la prochaine personne qui se mettra sur son chemin, ils feront face au même choix. Fuir ou mourir. Parce que c'est ce qui arrive quand le mal n'est pas combattu. La voix d'Eva baissa, mais elle porta jusqu'à chaque coin de l'église. Tobias McCrae m'a appris que la frontière ne se civilise pas d'elle-même. Il faut des gens prêts à se battre, prêts à dire que certaines choses comptent plus que la sécurité personnelle. Que la communauté, que la justice, que la protection des innocents, ces choses valent la peine de se battre. Elle marqua une pause. Je vais me battre, avec ou sans vous, parce que Dalton a tué mon mari, parce qu'il a tué 23 personnes à Sweetwater, parce que si je ne l'arrête pas ici, il continuera à tuer, continuera à détruire. Eva regarda autour d'elle dans la salle. Mais je préférerais ne pas me battre seul. Alors, je vous le demande. Battez-vous avec moi. Protégez vos maisons, vos familles, tout ce que vous avez construit ici. Ou partez, et je comprendrai. Mais faites votre choix en sachant ce que cela signifie pour cette ville, pour la suivante, pour chaque personne que Dalton blessera si nous ne l'arrêtons pas ici. Elle recula de la chair. L'église resta dans un silence stupéfait pendant un long moment. Puis Abigail Hawthorne se leva. « Je reste. C'est ma maison. Je ne laisserai pas un meurtrier la brûler. » Le docteur Morgan se détacha du mur. « Je reste. Quelqu'un aura besoin d'un docteur quand tout ça sera fini. » L'adjoint Ezra s'avança. « J'ai prêté serment de protéger cette ville. Je reste. » Un par un, les gens se levèrent. Pas tout le monde, mais assez. Des fermiers, des marchands, le forgeron, le tenancier du saloon, Josiah et Pouette, la détermination sur son visage buriné. Eva sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas de l'espoir exactement, mais de la possibilité. Le révérend Pine leva les mains. « Alors nous avons du travail à faire, Madame Blackthorne. De quoi avez-vous besoin de nous? » Va retourna à la chaire, étala sa carte. De toutes. Le travail commença à l'aube. Eva se tenait au centre de la rue principale, dirigeant les gens avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait déjà commandé. 23 hommes s'étaient portés volontaires pour se battre. Une autre douzaine avait accepté des rôles de soutien, transportant des matériaux, préparant des provisions, gérant l'évacuation de ceux qui avaient choisi de partir. Les femmes et les enfants qui restaient, 43 hommes au total, furent déplacés au sous-sol de l'église. Le révérend Pichin avait passé la nuit à renforcer la structure, à barricader les portes, à stocker de l'eau et des fournitures médicales. Cela ne résisterait pas à un assaut soutenu, mais cela fournirait un abri si les choses tournaient mal. Le docteur Morgan installa un hôpital de campagne dans son cabinet, disposant les instruments avec l'efficacité sinistre d'un homme qui avait déjà fait cela. Des bandages, du whisky pour la stérilisation et la douleur, des aiguilles et du catgut pour les sutures, une scie à os qu'Eva espérait ne pas voir utilisée. L'adjoint Ezra travailla avec 3 autres hommes pour fortifier le magasin général, empilant des sacs de farine et de nourriture pour créer des barrières improvisées. Des meurtrières découpées dans les murs supérieurs offraient des lignes de mire claires sur la rue principale. Les fondations en pierre du bâtiment et ses murs en bois épais en faisaient la position défensive la plus solide de la ville. Eva se déplaçait entre les chantiers, vérifiant les progrès, offrant des corrections. Elle avait esquissé des diagrammes détaillés la nuit précédente, cartographiant les champs de tir, les positions de repli, les points d'étranglement où les attaquants pourraient être canalisés et contenus. « Serrez ces barils plus fort », cria-t-elle à 2 fermiers qui luttaient pour mettre en place des barils de whisky. « Laissez des espaces et les balles les trouveront. » Les hommes s'ajustèrent, la sueur assombrissant déjà leurs chemises malgré la fraîcheur matinale. Abigail Hawthorne s'approcha, un registre à la main. « Nous avons 17 fusils parmi les combattants. Les munitions varient. Certains ont 50 cartouches. D'autres en ont moins de 20. » Eva hocha la tête. « Placez les hommes avec plus de munitions sur les toits. Ils auront des tirs plus clairs. Ils devront les faire compter. Ceux avec moins restent au niveau du sol. Ne tirez que lorsque les cibles sont proches. » Et les fusils de chasse? Nous en avons 5 à l'intérieur des bâtiments pour les combats rapprochés.
Les fusils de chasse sont dévastateurs à 10 pieds, inutiles à 50. Abigail prit des notes. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai essayé. Eva balaya la rue du regard, calculant les angles et les distances. Mais les plans s'effondrent dès que le combat commence. C'est là que l'entraînement compte. Si les gens peuvent réfléchir sous la pression, et s'ils ne le peuvent pas, alors nous improviserons. Frank Dalton sortit de la pension, se déplaçant mieux aujourd'hui, sa blessure à la jambe guérissant proprement. Il avait passé la soirée précédente à partager tout ce qu'il savait sur les tactiques de son frère, les hommes qui viendraient, leur méthode d'attaque préférée. Il rejoignit Eva, observant leurs préparatifs. Vous avez transformé cet endroit en forteresse. Une piètre forteresse, mais mieux que rien. Eva pointa le clocher de l'église. Ezra sera là-haut avec le meilleur fusil que nous ayons. Il a la position la plus élevée, une visibilité à 360 degrés. Il sera notre alerte précoce. Et quand ils viendront, nous les laisserons s'approcher, leur ferons croire que nous ne sommes pas préparés. Puis nous les frapperons de plusieurs angles à la fois. Un feu concentré pour essayer de briser leur confiance avant qu'ils ne puissent s'organiser. Frank secoua la tête. Vous parlez de tendre une embuscade à des tueurs professionnels. Je parle de survie. La voix d'Eva était d'acier. Votre frère s'attend à une femme dans une ville effrayée. Nous allons lui montrer quelque chose de différent. À midi, les fortifications de base étaient terminées. Eva rassembla les combattants devant l'église. 23 hommes, de l'adjoint Ezra et 22 ans au vieux Josiah Pwitt, approchant les 70 ans. Ils la regardaient avec des expressions mêlant détermination et peur. Bien. La peur vous gardait vif, l'excès de confiance vous faisait tuer. Écoutez attentivement, dit Eva. La plupart d'entre vous n'ont jamais été dans une fusillade. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas d'être des pistoleros. Il s'agit d'être intelligent et discipliné. Elle fit un geste vers la carte qu'elle avait affichée sur le mur de l'église. Declan Dalton amènera 12 hommes. Ce sont des professionnels, rapides, expérimentés. Dans un combat loyal, ils nous tailleraient en pièces comme du blé. Alors, nous ne leur donnerons pas un combat loyal. Elle pointa les positions marquées sur la carte. 6 d'entre vous sur les toits, magasin général, saloon, pension, église, forge, écurie. Votre travail n'est pas d'être des héros, c'est de les faire garder la tête baissée, de les forcer à trouver un abri, de ralentir leur avancée. Elle déplaça son doigt vers les positions au sol. 12 d'entre vous au niveau de la rue, derrière les barricades et dans les embrasures de portes, partout où il y a une couverture et un tir clair. Vous tirez par salve, 3 hommes à la fois, de manière coordonnée. Ainsi, quelqu'un est toujours chargé pendant que les autres rechargent. Et le reste d'entre nous? Demanda un fermier nommé Garrett. 5 d'entre vous sont la réserve mobile. Vous vous déplacez là où c'est nécessaire. Comblez les brèches, soutenez les positions sous pression. Vous êtes ma flexibilité. Josiah Pwitt leva une main noueuse. Et que ferez-vous, Madame Blackthorne? Je chasserai. Le sourire d'Eva n'avait aucune chaleur. Les hommes de Dalton se concentreront sur les menaces évidentes. Les toits, les barricades. Ils ne s'attendront pas à ce que quelqu'un se déplace à travers le combat, frappant depuis des angles inattendus. Ce sera moi. Ça a l'air dangereux. Ça l'est, mais tout ce que nous faisons l'est. Le regard d'Eva les balaya. Je ne vais pas vous mentir, certains d'entre nous ne survivront probablement pas, mais mourir en défendant sa maison vaut mieux que de vivre à genoux. Tobias McCrae me l'a appris. Je le crois. La question est, le croyez-vous? Silence, puis Ezra s'avança. Nous le croyons, madame. Nous ne serions pas là sinon. Des murmures d'accord parcoururent le groupe. Eva hocha la tête. Alors, assurons-nous d'être prêts. Ils s'entraînèrent tout l'après-midi. Séquence de tir, protocole de rechargement, signaux de communication, des sifflets pour les avertissements, des éclats de miroir pour les positions ennemies, des signaux manuels pour quand le bruit les trahirait. C'était brut, non poli. La moitié des hommes n'avaient jamais travaillé ensemble, luttant avec le timing et la coordination. Mais ils essayaient, apprenaient et parfois c'était suffisant. Alors que le soir approchait, un cavalier apparut sur la route de l'Est. Un seul cheval se déplaçant rapidement. L'adjoint Ezra le repéra depuis le clocher de l'église, envoya un signal de sifflet. Eva était à côté du magasin général quand l'avertissement arriva.
Elle se déplaça vers l'entrée de la ville, la main sur son arme, observant le cavalier qui approchait. Pas un des hommes de Dalton. Trop jeune, trop nerveux. Un messager peut-être, ou un éclaireur. Le cavalier s'arrêta à 30 pieds d'Eva, respirant fort. Le gamin ne pouvait pas avoir plus de 19 ans, habillé en vêtements de ville, pas en cuir de pistolero. Message pour Pine Ridge, allaita-t-il, de Declan Dalton. Je le prends. Le gamin fouilla dans sa sacoche, en sortit une enveloppe scellée, la jeta vers Eva plutôt que de s'approcher. Elle atterrit dans la poussière à ses pieds. Il a dit de vous dire qu'il vient demain, à midi pile, et quiconque se tiendra aux côtés de la veuve brûlera avec elle. Eva ramassa l'enveloppe, brisa le sceau, lut le contenu. 3 phrases en caractère gras. Livrez Eva Blackthorne avant midi demain. Résistez et Pine Ridge partagera le sort de Sweetwater. C'est votre seul avertissement. Elle leva les yeux vers le messager. Vous travaillez pour Dalton? Non, madame. Il m'a payé 5 $ pour livrer ça. Je ne veux rien avoir à faire avec ce qui se passe ici. Garçon intelligent, retournez et dites-lui que nous avons reçu son message et que nous le verrons à midi. Le messager n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Il fit demi-tour et s'éloigna au galop. Eva retourna sur la place de la ville où les gens s'étaient rassemblés, attirés par l'agitation. Elle lut le message de Dalton à voix haute, sa voix portant clairement dans l'air du soir. Quand elle eut fini, l'incertitude parcourut la foule. Certains avaient été confiants plus tôt. Maintenant, face à la réalité de ce qui arrivait, le doute s'insinuait. Le shérif Briggs se fraya un chemin depuis l'arrière. Il était resté ivre et absent la majeure partie de la journée. Maintenant, il se tenait là, se balançant légèrement, pointant un doigt accusateur sur Eva. « C'est de votre faute. Tout ça. Vous nous avez attiré ça. » « Dalton vous a attiré ça, » répondit calmement Eva. « Je ne suis que l'excuse qu'il utilise. Nous devrions vous livrer à lui, échanger votre vie contre la sécurité de la ville. Vous pensez qu'il honorerait ça après Sweetwater? » Eva secoua la tête. « Il brûle les témoins, shérif. Chaque personne qui m'a aidé, qui sait ce qu'il a fait, devient un passif. Mais livrer ne vous sauvera pas. Cela vous rendra simplement sans défense quand il viendra de toute façon. » « Elle a raison, » cria Frank Dalton. Il était assis sur les marches de l'église, mais maintenant il se leva, boitant en avant. « Je suis le frère de Declan Dalton. J'ai vu ce qu'il fait. Il ne laisse jamais de témoins. Si vous lui donnez Madame Blackthorne, il vous remerciera gentiment, puis brûlera cette ville pour s'assurer que personne ne parle. » Briggs se tourna vers Frank. « Et nous sommes censés vous croire, vous, son propre frère? » « J'ai une blessure par balle de mon frère pour prouver où se trouve ma loyauté. » Frank souleva sa chemise, montra sa jambe bandée. « Il m'a tiré dessus quand j'ai dit que je ne l'aiderais plus, après avoir vu ce qu'il a fait à Sweetwater. 23 personnes, shérif. 23, y compris des enfants. » La foule se déplaça, mal à l'aise. Le révérend Pine s'avança. « Nous avons fait notre choix. Nous nous battons. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas d'accord sont déjà partis. Le reste d'entre nous reste. »« Vous êtes tous des imbéciles, » cracha Briggs. « Vous mourrez pour rien. »« Alors nous mourrons libres, » dit doucement Abigail Hawthorne. « Mieux vaut ça que de vivre comme des lâches qui ont livré une femme innocente à un meurtrier. » Briggs regarda autour de lui, ne vit aucun soutien et s'éloigna en titubant, marmonnant des jurons. Eva attendit qu'il soit parti. « Reposez-vous, vous tous. Demain arrive tôt, et vous aurez besoin d'avoir les idées claires. » La foule se dispersa lentement. Eva les regarda partir, voyant la peur qu'ils portaient, l'incertitude, mais aussi autre chose. De la détermination, de la résolution. Ils se battraient. Survivrait-elle? C'était une autre question. Cette nuit-là, Eva s'assit seule sur les marches de l'église, nettoyant son arme au clair de lune. Le mouvement répétitif l'apaisait, une mémoire musculaire de 1000 nuits similaires pendant ses années d'adjointe. Des pas s'approchèrent. Le docteur Morgan, portant 2 tasses en fer blanc. « Je me suis dit que tu aurais besoin de café, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Merci. » Eva prit la tasse, sirota. Fort et amer, comme elle le préférait. Ils restèrent assis en silence confortable pendant un moment, regardant la ville s'installer dans un sommeil agité. « J'ai réfléchi, » dit finalement Morgan, « à ce que vous avez dit sur Tobias McCrae, sur le fait de se battre quand les autres ne le font pas.
Et je pense que c'est peut-être ce qui sépare la civilisation de la barbarie. Pas les lois ou les tribunaux ou les beaux bâtiments, juste des gens prêts à se battre. Eva y réfléchit. Tobias aurait été d'accord avec vous. Comment était-il? Plus dur que le granit, plus gentil que la plupart des gens qui avaient vu ce qu'il avait vu. Il m'a appris que la justice ne concerne pas la vengeance ou la punition. Elle concerne la protection. Éloigner les loups des moutons. Et vous faites ça maintenant. Vous jouez les bergers. Je fais ce que je peux. Eva posa sa tasse. Mais je ne vais pas vous mentir, docteur. Demain va être terrible. 12 tueurs professionnels contre 23 fermiers et commerçants. Les mains ne sont pas encourageantes. Mais ce n'est pas impossible. Non, pas impossible. Nous avons la surprise, l'avantage du terrain et la motivation. Ils ont la compétence et l'expérience. Le sourire d'Eva était sinistre. La question est de savoir quel facteur compte le plus quand les balles commenceront à voler. Vous pensez vraiment que nous pouvons gagner? Je pense que nous pouvons survivre. Faire payer à Dalton un prix assez élevé pour qu'il décide que Pine Ridge n'en vaut pas la peine. Eva se leva, ringana son arme. C'est le mieux que je puisse promettre. Morgan se leva également. Alors ça devra suffire. Il tendit la main. Quoi qu'il arrive demain, ce fut un honneur de vous connaître, Eva Blackthorne. Ils se serrèrent dans la main. Sa poignée était ferme. L'honneur a été pour moi, docteur. Eva fit ses rondes après le départ de Morgan, vérifia les positions défensives, parla doucement avec les hommes de garde, rassura où elle le pouvait, corrigea où c'était nécessaire. Elle trouva Ezra dans le clocher de l'église, assis à côté d'un fusil Winchester, regardant la prairie sombre. « Nerveux? » demanda-t-elle. « Terrifié, » admit-il. « Je n'ai jamais tiré sur quelqu'un, jamais même pointé une arme sur une personne. » « Bien, ça veut dire que vous n'êtes pas un tueur par nature. » Eva s'appuya contre le mur à côté de lui. « Mais demain, vous pourriez devoir le devenir. Pouvez-vous le faire? » Ezra resta silencieux un long moment. « Si ça veut dire protéger cette ville, oui, je peux le faire. » Alors souvenez-vous de ceci, l'hésitation vous fait tuer. Quand le moment viendra, ne réfléchissez pas. Agissez. Faites confiance à votre entraînement. Et si je me fige? Vous ne le ferez pas. Je vous ai vu travailler. Vous avez une main ferme et un bon œil. Vous vous en sortirez bien. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que vous êtes ici, n'est-ce pas, ici dans une tour avec un fusil, attendant d'affronter des tueurs professionnels. Cela demande du courage. Et c'est le courage qui gagne les combats, pas des tirs de fantaisie. Ezra la regarda. Avez-vous eu peur la première fois? Terrifié. Tobias disait que c'était normal. Il disait que seuls les imbéciles et les fous ne ressentent aucune peur. Tous les autres apprennent juste à agir malgré elles. Eva se leva. « Dormez un peu. Je prends la première garde. »« Oui, madame. » Eva descendit du clocher, continua ses rondes. La ville était calme maintenant. Tout le monde était installé à son poste ou se reposait. Elle parcourut le périmètre, vérifiant les lignes de mire, faisant de petits ajustements. À l'extrémité de la ville, où la route s'étendait vers la prairie, elle s'arrêta. Demain, 12 hommes viendraient par cette route. Des tueurs, des hommes qui avaient déjà assassiné et ne voyaient aucune raison d'arrêter. Mais ils allaient faire face à quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Pas une ville effrayée et prête à se disperser, mais des gens qui avaient choisi de se battre, qui avaient décidé que certaines choses comptaient plus que la sécurité. Eva toucha l'insigne caché sous son gilet, sentit son poids. La responsabilité. « J'espère que je fais ça bien, Tobias, » murmura-t-elle à la nuit. « J'espère que j'honore ce que tu m'as appris. » Le vent n'apporta aucune réponse, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce qu'il dirait. « Tu te bats, c'est ce qui compte. » L'aube vint, froide et claire. Eva se réveilla d'un bref sommeil dans le sous-sol de l'église, entourée de femmes et d'enfants, blottis les uns contre les autres pour la chaleur et le réconfort. La petite Mercy Pwitt dormait contre son épaule. Eva s'extirpa délicatement, installa l'enfant contre sa mère. Dehors, les hommes étaient déjà à leur poste, silencieux, sombres, prêts. Eva se déplaça parmi eux, vérifiant l'équipement, offrant de discrets mots d'encouragement. Elle trouva Frank sur les marches de l'église, regardant vers l'est, vers le soleil levant. « Comment va la jambe? »
Elle fait mal, mais je peux bouger si nécessaire. Il la regarda. Ça arrive vraiment, n'est-ce pas? Oui. Je n'arrête pas de penser que peut-être Declan ne viendra pas. Peut-être qu'il décidera que ça n'en vaut pas la peine. Votre frère a prouvé qu'il ne fait payer ses calculs. Eva s'assit à côté de lui. Il viendra parce que sa fierté l'exige, parce que laisser une femme le défier crée un précédent qu'il ne peut pas permettre. Alors nous allons combattre mon propre frère. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour ça. Vous pouvez rester au sous-sol avec les autres. Frank secoua la tête. Non, j'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. Besoin de me dresser contre ce qu'il est devenu. Il rit amèrement. Peut-être que c'est la seule façon pour moi de vivre avec le fait d'être son frère, en aidant à l'arrêter. Eva hocha la tête, comprenant. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil montait. 8 heures du matin. 9. 10 à 11 heures. Le sifflet d'Ezra perça l'air. 3 coups brefs. Ennemi en vue. Eva fut sur pied instantanément, se déplaçant au centre de la rue principale. Autour d'elle, les hommes se précipitaient vers les positions qu'ils avaient répétées 100 fois. Elle sortit sa longue vue, la pointa vers l'est. Là, une ligne de cavaliers, 12 d'entre eux, comme Frank l'avait dit. Ils avançaient au pas, confiants, prenant leur temps. Même à cette distance, Eva pouvait distinguer des détails. Le cavalier de tête était grand, vêtu d'un manteau gris qui aurait pu être un uniforme d'officier confédéré. Garrett Blackheart Stone. Derrière lui, les autres s'étalaient en une formation lâche. Ils n'essayaient pas de se cacher, ne montraient aucune inquiétude. Juste 12 hommes chevauchant vers une ville qu'ils s'attendaient à voir se rendre. Eva baissa la longue vue, se tourna vers les défenseurs assemblés. Ils sont là, 12 cavaliers qui descendent de la rue principale. Ils pensent que nous allons plier, montrez-leur le contraire. Les hommes hochèrent la tête, vérifièrent leurs armes une dernière fois. Souvenez-vous de l'exercice. Les positions sur les toits tirent en premier. Attirez leur attention vers le haut. Les positions au sol, attendez mon signal. Ne gaspillez pas de munitions. Chaque tir doit compter. Elle regarda leur visage. De la peur, oui, mais aussi de la détermination. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous avez déjà gagné. Vous avez choisi de vous battre. C'est ce qui compte. Eva se mit en position derrière l'abreuvoir près du magasin général. Elle sortit son Colt, vérifia le barillet une dernière fois. 6 balles, miséricorde, gravées le long du canon. Les cavaliers se rapprochèrent. 5 cents yards, 4 cents. 3 cents. À 2 cents yards, ils s'arrêtèrent. Garrett Blackheart Stone s'avança seul, s'arrêtant au milieu de la rue principale. Il regarda les barricades, les bâtiments fortifiés, les défenses clairement préparées. Un lent sourire s'étala sur son visage buriné. « Eh bien maintenant, cria-t-il, sa voix portant facilement dans l'air matinal, on dirait que la petite veuve a du crâne, après tout. » Eva sortit de sa cachette, se tint dans la rue, lui faisant face. 30 yards entre eux. « Garrett Stone, je connais votre réputation. 40 hommes morts, des maisons brûlées, des femmes et des enfants assassinés. 42, en fait. » Le sourire de Stone s'élargit. « Vous vous êtes préparé, je suis impressionné. Faites demi-tour et partez, vous et vos hommes. Dernière chance. » Stone rit, un son comme du gravier broyé. « Ou quoi, vous allez nous tirer dessus? Nous sommes 12 et vous êtes seuls. Il y a plus que moi. Des commerçants et des fermiers. » Stone les balaya d'un geste de la main. « Ils fuiront dès que le vrai plomb commencera à voler. Alors vous ne savez pas grand-chose des gens qui défendent leur maison. J'en sais assez. » La main de Stone glissa vers son arme. « Monsieur Dalton vous envoie ses salutations. Il dit que vous avez quelque chose qui lui appartient. Il dit que nous devons le récupérer, avec votre corps. Declan Dalton est un meurtrier et un lâche, et vous n'êtes que le chien qu'il envoie pour tuer à sa place. » Le sourire de Stone s'évanouit. Des paroles audacieuses pour une femme morte. « J'ai déjà été morte. Ça n'a pas pris. » Sa posture changea, presque imperceptiblement, mais soudain elle parut différente, dangereuse. « Dernier avertissement, Stone, faites demi-tour. » « Non. Alors nous ferons ça à la dure. » Stone dégaina son arme. Ce qui se passa ensuite serait raconté à Pine Ridge pendant des générations.
Le tir d'Eva était d'une rapidité impossible, le point culminant de 6 ans d'entraînement sous les ordres du meilleur marshal que les territoires aient jamais connu. Sa main fila vers sa hanche, sortit l'arme, visa et tira en un seul mouvement fluide qui prit moins d'une demi-seconde. Stone était rapide aussi, un vétéran de dizaines de fusillades. Sa main trouva son arme, commença à la dégainer, mais Eva tira la première. Sa balle l'atteignit haut dans l'épaule, le faisant tourner sur sa selle. Son arme se déchargea sans danger dans la poussière. Le son de ce seul coup de feu resta suspendu dans l'air pendant un instant glacé. Puis l'enfer se déchaîna. Les 11 autres cavaliers s'élancèrent avec des cris de rage. Des coups de feu éclatèrent de toutes les directions, alors que les défenseurs de Pine Ridge ouvraient le feu. Des tirs de fusil depuis les struts, des salves contrôlées depuis des barricades. La discipline, soigneusement répétée, se brisa en chaos, alors que la peur et l'adrénaline prenaient le dessus. Mais ça marcha. 2 des hommes de Dalton tombèrent dans la première salve, pris par un feu concentré avant de pouvoir trouver un abri. Les autres se dispersèrent, plongeant derrière des abreuvoirs, se précipitant dans des ruelles. Leur avancée confiante se désintégrant en une survie désespérée. Eva se déplaçait comme de la fumée à travers la bataille. Elle n'était pas là où les défenseurs l'attendaient, n'était pas là où les attaquants regardaient. Elle circulait entre les positions, apparaissant pour tirer, disparaissant avant que le feu de riposte ne puisse la trouver. Un tireur nommé Dutch Hollis tenta de contourner le magasin général, le fusil levé. Eva sortit d'une embrasure de porte derrière lui mit une balle dans la main qui tenait l'arme. Il lâcha l'arme, se retourna pour fuir. Le tir d'Ezra depuis le clocher l'atteignit à la jambe. Il tomba en hurlant. Maddox Crane, le traqueur, tenta d'atteindre l'église, arriva sur les marches avant qu'un feu concentré de 3 positions ne le repousse. Il trébucha, tomba, rampa derrière un abreuvoir. La bataille fit rage pendant 10 minutes qui parurent des heures. La fumée des armes assez épaisse pour être goûtée. Le claquement des fusils, les cris des blessés, l'odeur du sang et de la peur. Puis, soudain, ce fut fini. Sur les 12 hommes de Dalton, 6 étaient morts, 4 blessés et capturés. 2 s'étaient enfuis pendant le chaos, chevauchant à toute vitesse vers Butte. Les défenseurs de Pine Ridge avaient en gagné. Mais le coup se lisait sur le visage sombre du Dr. Morgan alors qu'il se déplaçait entre les blessés. 3 des leurs étaient morts, 5 blessés. La ville avait du sang dans ses rues et du chagrin dans son cœur. Eva se tenait au centre de la rue principale, l'arme toujours à la main, observant les conséquences. Sa blouse blanche était éclaboussée de sang, bien que rien ne fût le sien. Ses mains tremblaient légèrement après le combat, mais ses yeux étaient clairs. Garrett Blackheart Stone gisait sur le dos où il était tombé de son cheval, saignant de la blessure à l'épaule et d'un deuxième tir qu'il avait atteint à la poitrine pendant le combat. Il vivrait, mais à peine. Eva s'agenouilla à côté de lui. « Où est Declan Dalton? » Stone toussa, du sang sur les lèvres. « En sécurité, loin d'ici. Il vous a envoyé mourir. Nous mourrons tous un jour. » Le sourire de Stone était macabre. « Mais vous êtes autre chose. Jamais vu une femme dégainer aussi vite. Mon mentor était plus rapide, mais il est brut. Je suis ce qui reste. » Qui était-il? Tobias McCrae. Les yeux de Stone s'écarquillèrent. Ironside McCrae. Il a été votre professeur pendant 6 ans. Alors je mourrai fier. Il a fallu l'élève de McCrae pour m'abattre. Stone toussa de nouveau. Faites-moi une faveur. Quoi? Faites ça proprement. Ne me laissez pas pendre. Eva se leva. Ce n'est pas ma décision. Vous serez jugé. Un jury. La justice. Il n'y a pas de justice pour des hommes comme moi. Alors, vous mourrez en sachant que vous avez eu plus de pitié que vous n'en avez jamais donné. Eva s'éloigna, le laissant aux soins du Dr. Morgan. Elle trouva Frank appuyé contre le mur de l'église, pâle mais indemne. « C'est fini, dit-elle. Vraiment, Declan est toujours là dehors. Mais son équipe ne l'est plus, sa réputation non plus. La nouvelle se répandra. 12 tueurs professionnels n'ont pas pu prendre une petite ville. Ça lui fera plus de mal que de perdre ses hommes. » Frank hocha lentement la tête. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous enterrons nos morts, soignons nos blessés,
et envoyons un message aux marshals fédéraux sur ce qui s'est passé ici. Eva regarda la ville endommagée, les défenseurs épuisés. Et nous reconstruisons. Le soleil se couchait quand ils se rassemblèrent pour les enterrements. 3 hommes qui s'étaient battus quand d'autres auraient pu fuir, qui étaient morts en protégeant leur maison. Le révérend Pine prononça des mots sur leur tombe. Il parla de courage, de sacrifice et du prix de la civilisation. Eva se tenait à l'arrière, écoutant, pensant à Tobias, à Nathaniel, à toutes les tombes qui marquaient le chemin entre hier et aujourd'hui. Quand ce fut fini, quand la dernière pelletée de terre eut été tassée, Ezra s'approcha d'elle. « Que ferez-vous maintenant, Madame Blackthorne? » Eva regarda l'insigne toujours épinglé à l'intérieur de son gilet, pensa à la promesse qu'elle avait faite à Tobias, la promesse qu'elle avait rompue, mais elle avait fait une autre promesse aussi, protéger les innocents, se dresser contre le mal. Et cette promesse avait plus d'importance. « Je reste, dit-elle. Pine Ridge a besoin de quelqu'un qui peut leur apprendre à se défendre, s'assurer qu'ils sont prêts si les ennuis reviennent. Vous voulez dire comme un marshal? Comme un professeur. » Eva sourit légèrement, bien que je suppose que parfois, c'est la même chose. Elle retourna à sa ferme alors que la nuit tombait, seule, à l'exception de Tempérance, la jument. La cabane avait l'air la même que toujours, paisible, calme. Mais elle était différente maintenant, était devenue autre chose que la veuve qui s'était cachée ici, cherchant la paix. Eva alluma une lampe, la posa sur sa table, sortit la photographie de Tobias, regarda son visage buriné, ses yeux savants. « J'ai rompu ma promesse, dit-elle à l'image. Mais j'ai tenu celle qui comptait. Je me suis battue. Je les ai protégés, comme tu me l'as appris. » Elle pouvait presque entendre sa voix. « Bonne fille, je savais que tu le ferais. » Eva épingla l'insigne d'adjointe du marshal à son gilet. Cette fois à l'extérieur, où tout le monde pouvait le voir. Demain, elle commencerait à enseigner, à montrer à Pine Ridge comment se protéger, à construire quelque chose qui durerait au-delà de ces années. Ce soir, elle s'autorisa à pleurer Tobias, pour Nathaniel, pour la paix qu'elle avait essayé de trouver et la violence qu'elle avait été forcée d'embrasser. Mais le deuil n'était qu'une autre forme d'amour, et l'amour, Tobias le lui avait appris, était ce qui rendait le combat valable. La lampe brûla tard dans la nuit du Montana, une petite lumière contre l'obscurité, stable et sûre, comme la femme qui la maintenait allumée.